Alors donc, bonjour, je suis Gaël Piette, je suis professeur à l'Université de Bordeaux et responsable du master de droit des transports. Et aujourd'hui, je vais donc vous présenter ce master droit des transports en rappelant donc que cette session étant enregistrée, elle sera visionnable sur le site de la faculté de droit sur la page du master. Alors, avant même de commencer à présenter véritablement la formation, peut-être commencer par préciser ce qu'est le droit des transports, puisque finalement c'est une matière qui n'est pas étudiée pendant les 3 années de licence et qui donc peut sembler peut-être un petit peu mystérieuse de prime abord. Alors, le droit des transports, c'est assez simple, ce sont les règles qui organisent et qui encadrent les transports de marchandises, les transports de passagers, quel que soit le mode employé, c'est-à-dire que ce soit par la route, par le rail, par la mer ou encore par voie aérienne. Ce master existe maintenant depuis 2 ans à l'Université de Bordeaux, c'est-à-dire que là, la première promotion est en train de terminer son master 2. Quels sont les débouchés de cette formation? Ils sont assez variables. Le droit des transports peut amener à beaucoup de professions différentes. Bon, évidemment, les grands classiques des études de droit, hein, notamment avocat, spécialisé dans les questions de droit des transports, bien sûr, mais pas seulement, juriste dans une entreprise de transport, par exemple dans une compagnie maritime ou aérienne. Pas mal de débouchés aussi dans l'administration, que ce soit dans les ports, dans les aéroports ou dans certaines administrations telles que les affaires maritimes ou l'organisation de l'aviation civile, ou également dans des organisations internationales comme l'Organisation maritime internationale ou l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il existe également d'autres débouchés, par exemple dans le négoce international de matières premières, de l'énergie ou autre. Donc vous le voyez, un certain nombre de débouchés assez variés. Et le fait que ces débouchés soient très variés explique que au niveau de la licence conseillée pour l'intégration de ce master, eh bien, je conseille une licence en droit, évidemment, parce que c'est quand même important d'avoir des bases en droit des contrats, en droit de la responsabilité civile, en droit administratif, en droit des biens, un peu aussi en droit des sociétés, en droit du domaine public. Donc, il est important d'avoir des bases dans les matières fondamentales, mais finalement, le droit des transports ne se raccroche pas spécialement ni au droit public ni au droit privé. Quand on fait du droit des transports, on fait un peu des deux, on fait même beaucoup des deux. Et d'ailleurs, l'équipe pédagogique du master et du master 2 particulièrement reflète cette diversité puisqu'il y a des enseignants privatistes et il y a des enseignants publicistes. Donc une licence en droit est conseillée, mais sans mention particulière. Le master, lui, est rattaché à la mention droit international parce que le droit des transports, c'est quand même très international. Le maritime et l'aérien, c'est une évidence, mais même le routier et le ferroviaire sont dans une large mesure internationaux. Et finalement, il était assez logique de mettre ce parcours droit des transports dans la mention droit international. Au niveau de la sélection, donc vous le savez, la sélection se fait à l'entrée en Master 1. Il n'y a pas
sélection à l'entrée en Master 2 pour les étudiants du Master 1. La seule sélection, évidemment, c'est de valider son année de M1. Donc, la sélection se fait à l'entrée en Master 1 sur dossier et entretien. Donc, il y a une première sélection sur dossier lors de laquelle je regarde le niveau sur les 3 années de licence, niveau global, et puis les notes dans les matières fondamentales. Les notes en TD, pour moi, sont très importantes parce qu'elles montrent une régularité dans le travail, elles montrent un sérieux et une motivation tout au long des années d'études. La lettre de motivation a son intérêt aussi, ça permet de voir finalement ce qui peut vous séduire dans une discipline aussi spécifique que le droit des transports. Et puis pour ceux qui passent cette première étape de la sélection, il y a ensuite un entretien. Alors, jusqu'à présent, cet entretien s'est fait par Zoom au regard des conditions sanitaires. J'ose espérer qu'un de ces jours, je pourrai faire les entretiens en présentiel. C'est quand même plus agréable. Donc, entretien, attention, il ne s'agit pas en aucun cas d'un oral. L'entretien n'est pas là pour vous poser des questions et pour évaluer votre niveau, mais davantage pour juger de votre motivation, de votre intérêt pour la matière, pour parler ensemble aussi de votre projet professionnel s'il est déjà un tant soit peu arrêté. Et donc cet entretien constitue une deuxième étape, la seconde étape de la sélection pour l'entrée en M1. Alors, en ce qui concerne la formation elle-même, vous avez peut-être été voir les maquettes du M1 et du M2 qui sont disponibles sur le site de la faculté de droit. Pour y revenir brièvement et vous expliquer un petit peu la manière dont est conçue la formation, le Master 1 s'appuie sur le Master 1 de droit international. Et pour cette raison, tous les cours sont mutualisés avec le M1 droit international. Et finalement, l'ossature globale est la même, avec quelques petites différences quand même. Déjà, le cours de droit du commerce international qui est obligatoire et qui n'est pas optionnel comme dans le M1 droit international, pour la raison très simple que le droit du commerce international est fondamental en matière de transport. Le transport est en quelque sorte le vecteur, l'outil du commerce international. Et puis aussi et surtout, la différence majeure avec le Master 1 de droit international, c'est que le cours de droit aérien au premier semestre et le cours de droit maritime au second semestre sont complétés par des travaux dirigés et donc donnent lieu à un examen écrit de 3 heures. Là où pour les étudiants du Master 1 droit international, ce sont des matières optionnelles passées à l'oral. Donc ça donne quand même une coloration transport à ce Master 1 et ça permet aussi en Master 2, pour ces matières de droit aérien et de droit maritime, d'approfondir davantage les questions. Le Master 2, lui, est totalement spécifique, quasiment aucun cours ne sont mutualisés. Il s'articule évidemment en 2 semestres et dans chaque semestre, on retrouve dans les matières dites fondamentales, celles qui font l'objet d'un examen écrit de 3 heures, on retrouve les 4 grands modes de transport. Transport routier et transport ferroviaire au premier semestre, transport maritime et transport aérien au second semestre. Et ensuite, chaque semestre se compose d'un certain nombre d'enseignements complémentaires
qui permettent d'aborder des questions soit d'approfondissement du droit des transports, soit périphériques au droit des transports, mais évidemment importantes. Donc au premier semestre, c'est le droit douanier, c'est le cours d'infrastructure de réseau et de mobilité qui permet par exemple de savoir quel est le régime d'un port ou d'un aéroport. Un cours de régulation économique et concurrentielle des activités de transport, parce que le droit de la concurrence, notamment le droit européen de la concurrence, a son mot à dire en matière d'activité de transport. Un cours de droit international des espaces et de l'environnement qui est mutualisé avec le Master 2 de droit international. Évidemment, l'importance de l'environnement et de sa protection n'est plus à démontrer, et les activités de transport étant parmi celles qui sont polluantes, de nombreux efforts sont entrepris pour limiter cet impact négatif sur l'environnement, et il est intéressant d'examiner cela. Et puis un cours d'anglais des transports. Alors, il n'y a pas le choix dans la langue pour une raison très simple, c'est que la langue des transports, c'est l'anglais. À peu près tout se fait en anglais. Et donc, c'est une langue qu'il est important de maîtriser au moins un peu. Et l'idée ici est de faire un cours d'anglais des transports, donc vraiment un cours de langue, mais appliqué à la question. Le second semestre, outre le cours de transport aérien et le cours de transport maritime sur lequel je ne reviens pas, donne lieu à 4 enseignements. Le droit social des transports, donc le régime social et le droit du travail applicable aux marins, aux hôtesses de l'air, aux conducteurs de poids lourds, etc. Un cours de droit des professions du transport et de la logistique, ce qui est important pour examiner toutes les professions qui gravitent autour du transport, les dockers dans les ports, les pilotes, les remorqueurs maritimes, etc. Un cours de responsabilité et d'assurance du transport, parce qu'évidemment, ce sont des activités qui sont quand même à risque et dans lesquelles on peut avoir de grosses responsabilités, et donc il y a évidemment des systèmes assurantiels très poussés. Et puis enfin, un cours d'arbitrage international, parce que certaines de ces matières, et notamment le droit maritime, sont des matières qui se prêtent énormément à l'arbitrage. Dans certains pans du droit maritime, on va plus facilement vers les arbitres que vers les juges étatiques. Et donc, évidemment, il est important d'avoir des bases dans cette matière-là. Et puis, le deuxième semestre, qui est plus court, se conclut par un stage ou par un mémoire de recherche qui, évidemment, donne lieu à une note, soit le mémoire, soit le rapport de stage. Alors, ensuite, quelques mots sur un calendrier approximatif de la formation du Master 2, parce que pour le Master 1, finalement, le calendrier est le calendrier classique des Master 1. Pour le Master 2, c'est un petit peu différent. Le début des cours se fait approximativement à la fin du mois de septembre, et le semestre 1 s'achève aux alentours des vacances de Noël. Ensuite, en janvier, nous avons la session d'examen du premier semestre. Le semestre 2, lui, les enseignements reprennent aux alentours du 20 janvier à peu près, et se terminent fin mars, début avril. Cette année, les enseignements se termineront le vendredi 1er avril. Pourquoi terminer les enseignements aussitôt ? Pour pouvoir organiser les examens du deuxième semestre en avril. Et le mois d'avril est toujours un peu compliqué parce qu'il y a les vacances de printemps qui s'intercalent. Les examens en avril, l'objectif étant que fin avril, la période universitaire du Master 2 soit terminée, et dès le début du mois de mai, les étudiants peuvent
partir en stage. Les étudiants, évidemment, qui ont choisi la voie professionnelle peuvent partir en stage, étant précisé que ce stage est de minimum 2 mois, donc mai-juin. Mais évidemment, si l'entreprise, si le maître de stage souhaite faire un stage plus long, il n'y a aucune difficulté de mon point de vue. Les stages peuvent durer 6 mois, donc si vous avez la possibilité de faire 6 mois de stage, tant mieux pour vous. Pour les étudiants qui n'auraient pas pris la voie professionnelle, mais plutôt la voie recherche, eux, eh bien, la période universitaire et les examens étant terminés fin avril, ils peuvent ensuite compléter et finir leur mémoire de recherche avec une remise du mémoire qui se fait aux alentours de la mi-juin à peu près. Mi-juin à peu près, pourquoi? Parce que ça permet ensuite de faire une soutenance du mémoire aux alentours de la fin juin, début juillet, et d'être dans les temps pour candidater à un contrat doctoral pour ceux qui souhaiteraient ensuite poursuivre un thèse de doctorat. Voilà. Je pense avoir présenté à peu près tout ce que je souhaitais présenter. Je me tiens évidemment à votre disposition pour toute question, pour tout point qui ne serait pas clair. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, soit par voie orale, soit via le chat. Non, aucune question particulière? Ah oui, une excellente question à laquelle je n'avais pas pensé. Il m'est demandé si je peux préciser le nombre de places pour le Master 1 et le nombre de candidatures reçues habituellement. Oui, merci d'avoir posé cette question. Alors, en ce qui concerne le nombre de places pour le Master 1, c'est très simple puisqu'on nous demande de remplir des capacités d'accueil. Donc, la capacité d'accueil en Master 1, c'est 18. Ce nombre n'est pas très, très élevé, mais le droit des transports étant quand même un petit milieu et un domaine bien précis, je préfère prendre un petit peu moins d'étudiants, mais qu'ils aient tous des débouchés et des emplois, plutôt que de surcharger le milieu qui n'arriverait pas à absorber tout le monde. Après, évidemment, en M2, il n'y a plus de capacité d'accueil et on peut avoir un petit peu plus de monde ou un peu moins en fonction des redoublements et en fonction des étudiants qui se réorientent après un Master 1 sur autre chose. Le nombre de candidatures reçues habituellement, c'est encore un petit peu difficile de vraiment juger parce que le Master étant, comme je vous le disais, finissant sa 2e année d'existence, il faut le temps de se mettre en place, d'être un petit peu connu, et le nombre de candidatures augmente progressivement. L'année dernière, j'avais, je crois, 80 candidatures. 80 candidatures pour donc 16 ou 17 élus, puisque j'avais 2 redoublants. Est-ce que j'ai des exigences sur les langues et faut-il passer une certification? Non, non, je n'ai pas d'exigence. Alors évidemment, si vous avez une certification, vous pouvez l'indiquer sur votre CV. Hein. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, je vous invite à soigner votre CV, à essayer de faire quelque chose de, pas forcément qui attire l'œil, c'est pas l'idée, mais d'assez synthétique et qui met bien en avant à la fois votre parcours, mais aussi vos points forts. Et donc, effectivement, si vous avez une certification en langue, n'hésitez surtout pas à la mentionner. Mais sinon, je n'ai pas d'exigence spécifique. On va dire que c'est du déclaratif.
Je vous fais confiance et si vous me dites que vous parlez couramment anglais, tant mieux pour vous. C'est un avantage considérable. Et puis voilà. Ensuite, ce n'est pas moi qui fais le cours de langue et à l'examen, ma collègue prof de langue verra bien si finalement vous êtes si bilingue que ça ou pas. Voilà. Mais en tout cas, pas d'exigence spécifique. Et ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous sentez un peu faible sur les langues, et notamment en anglais, n'hésitez surtout pas à essayer de vous entraîner un petit peu. Ça ne peut être que bénéfique. De même, tant que j'y pense, sur votre CV, les étudiants les années précédentes l'ont fait. Ce n'est pas un critère de sélection, mais c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à mentionner si vous êtes titulaire du permis bateau, d'un brevet de pilote d'avion. Cette année, en Master 1, j'ai une pilote de montgolfière. Alors, ce n'est pas du tout un critère de sélection. Hein. Je ne vais pas recruter que des personnes qui ont le permis bateau et le brevet de pilote. Moi-même, je n'ai ni l'un ni l'autre. Mais finalement, je serais tenté de dire qu'en quelque sorte, ça complète un peu la lettre de motivation parce que ça montre un certain intérêt pour le monde des transports. Mais évidemment, je ne recrute pas que des étudiants qui ont de tels brevets. D'autres questions? Non, ça semble bon pour tout le monde. Alors écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer cette présentation. Et permettez-moi simplement de vous souhaiter une bonne fin d'année universitaire et puis au plaisir éventuellement de lire vos dossiers de candidature si j'ai réussi à vous intéresser à cette formation. Je vous remercie de votre attention.